première communication sera donnée par monsieur le professeur Christian Bechler, qui est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg, est un spécialiste de l'Allemagne et de l'Alsace des 19e et 20e siècles, et notamment l'auteur, entre autres, de l'Allemagne de Weimar, publié en 2007, de Guerre et extermination à l'Est, Hitler et la conquête de l'espace vital, de la trahison ensuite des élites allemandes, et tout récemment, en 2023, Gustav Stresemann, le dernier espoir face au nazisme. Nous le remercions pour sa communication qui s'intitule « L'autonomisme alsacien dans l'entre-deux-guerres ». Professeur Bechler, la parole est à vous. Merci, monsieur. Dans une enquête des années 1970 sur les paroisses protestantes durant la guerre, le pasteur en poste à Bechdorf, en 1940, notait à propos de la réaction de ces paroissiens à l'entrée des Allemands qu'ils étaient, je cite, dans l'ensemble assez indifférents au changement politique. Si certains regrettaient le départ des Français et que d'autres étaient plutôt satisfaits de l'arrivée des Allemands, la plupart acceptaient fatalement la nouvelle situation, déclarant « On était déjà une fois Allemands et on ne s'y est pas porté trop mal ». Ce pasteur souligne bien l'état d'esprit d'une bonne partie de la population rurale, protestante, luthérienne du nord de l'Alsace. Pour comprendre cet état d'esprit, il faut le replacer dans le contexte de la difficile réintégration d'Alsace en 1918, après 48 années d'annexion. Difficile réintégration qui s'est manifestée tout particulièrement par le mouvement autonomiste qui a été un élément majeur de la vie politique en Alsace dans l'entre-deux-guerres. C'est l'objet de cet exposé. Je parlerai dans une première partie des difficultés de la réintégration et de ce qu'on a appelé le malaise alsacien qui en est résulté. Dans une seconde partie, je dirai quelques mots sur la crise autonomiste de 1928-29 et de ses conséquences. Et enfin, dans une dernière partie, je dirai quelques mots sur le reflux et sur les causes du reflux du mouvement autonomiste après 1933-34. D'abord, la difficile réintégration de l'Alsace en 1918. Le retour de l'Alsace-Lorraine à la France pose en effet de nombreux problèmes. L'Alsace-Lorraine s'est parfaitement intégrée dans le Reich allemand pendant ces 48 années d'annexion, et cette intégration a été couronnée en 1911 par une constitution qui accordait l'autonomie à l'Alsace-Lorraine. D'un autre côté, la France, depuis 1871, avait de son côté également évolué, et en particulier avec les lois, la laïcisation, un processus de laïcisation avec les lois scolaires de Jules Ferry et la loi de séparation de 1905. Du côté français, malgré toutes les préparations qui avaient été faites, on n'a pas vraiment conscience des problèmes que pose cette réintégration d'Alsace-Lorraine. D'autant plus que l'accueil des troupes françaises et des principaux dirigeants français en novembre-décembre 1918 a laissé créer l'illusion que cette intégration serait facile. Mais l'illusion se dissipe très rapidement et dès février 1919, on commence à parler dans la presse d'un malaise alsacien. Alors, ce malaise découle du fait que l'intégration pose de multiples problèmes. Je ne pourrai pas évidemment les détailler, je vais simplement mentionner rapidement toute une série de problèmes qui se posent. Il y a d'abord des problèmes psychologiques qui sont très lourds. Les soldats sous uniforme allemand qui rentrent dans une Alsace en liesse,
Ça ne devait pas être très facile. Il y a également une vague de délation qui s'achève avec les commissions de triage. Il y a le problème du classement de la population également, en 4 catégories en fonction de la nationalité des parents et des grands-parents. Tout cela, évidemment, contribue à une certaine agitation dans la population. Il y a également de graves problèmes économiques. La transformation, le passage d'une économie de guerre à une économie de paix. La rupture des relations commerciales progressives avec l'Allemagne. Et les conséquences de ces problèmes économiques, c'est le chômage. Il y a d'autres problèmes qui se posent, l'adaptation de la législation sociale et du travail avec la législation française, qui sont extrêmement différentes. Donc, il y a toute une série de problèmes qui se posent. Il y a cependant, je pense, 3 problèmes qui feront l'objet de débats pendant toute l'entre-deux-guerres. Ce sont les 3 problèmes sur lesquels je voudrais insister maintenant. Il y a d'abord le problème de la langue. Une large partie de la population ignore presque totalement le français, en particulier dans les milieux populaires et dans les campagnes. Dès décembre 1918, l'administration française adopte le français comme langue officielle. En février 19, c'est la justice. Cela pose de tels problèmes que l'on est obligé de faire marche arrière et d'accepter le bilinguisme. Et ce qui fait que l'essentiel du problème linguistique va se poser à l'école primaire. Et pendant tout l'entre-deux-guerres, il y aura un débat sur la langue à l'école primaire. Et il y a là un débat entre les partisans de ce qu'on a appelé la méthode directe. C'est une méthode qui consiste à enseigner immédiatement en français, sans intermédiaire du dialecte de l'allemand, et les partisans de la méthode indirecte qui consiste à introduire progressivement le français dans l'enseignement primaire. Alors évidemment, les instituteurs alsaciens sont partisans de cette deuxième méthode, alors que les instituteurs qui viennent de l'intérieur, comme on dit, étaient partisans de méthode directe. Finalement, en janvier 1920, la circulaire du recteur Charletti tranche en faveur de la méthode directe, ce qui fait que l'on enseigne immédiatement en français dans toutes les matières, et l'allemand n'est introduit à l'école primaire qu'au cours de la 4e année. Alors, les partis politiques se divisent sur cette question, mais on peut dire qu'en dehors des radicaux socialistes et du syndicat des instituteurs, du syndicat national des instituteurs qui recrute presque exclusivement parmi les instituteurs de l'intérieur, en dehors d'eux, tous les partis politiques et les syndicats se prononcent pour la méthode indirecte. Alors c'est un problème qui se reposera constamment au cours de la guerre, au cours de l'entre-deux-guerres. Le deuxième problème, c'est celui du statut religieux et de l'école confessionnelle. Du fait des lois de laïcité en France, la question est de savoir est-ce qu'on va appliquer ces lois de laïcité françaises. L'opinion en Alsace et les partis sont beaucoup plus divisés sur cette question que sur la question de la langue. La question de la langue divise moins. Il y a, en simplifiant, 3 tendances qui s'affrontent. Les partis de gauche, SFIO et radicaux socialistes, sont pour l'introduction immédiate des lois de laïcité. L'UPR, c'est-à-dire l'Union populaire républicaine, qui est le principal parti alsacien dans l'entre-deux-guerres et qui s'appuie sur la population catholique, et presque exclusivement, l'Union populaire républicaine est pour le statu quo. On ne modifie rien. Les républicains démocrates, qui recrutent essentiellement dans le milieu protestant, a une position beaucoup plus nuancée. Il n'est pas forcément hostile à une séparation, à la condition qu'elle se fasse de manière assez souple.
Et il n'est pas non plus hostile à une école interconfessionnelle, mais il rejette une école laïque. Donc ce problème, pendant toute l'entre-deux-guerres, la question se posera. Nous verrons comment. Troisième question, c'est celle du cadre administratif. La loi de mai 1911 a accordé un statut d'autonomie, pas tout à fait complet, à l'Alsace-Lorraine, avec un gouvernement et un parlement avec des fonctions, avec pouvoir législatif, avec siège à Strasbourg. Et le problème, qu'est-ce que l'on fait de ces institutions? Alors, à Paris, celui qui est chargé des questions d'Alsace-Lorraine, en particulier des services d'Alsace-Lorraine, s'appelle Jules Jalonnet. C'est un radical socialiste, jacobin, anticlérical, qui est partisan d'une départementalisation immédiate. Et c'est ce qu'on essaye de faire dès l'entrée des troupes françaises en Alsace. On va sur la voie de cette départementalisation immédiate de l'Alsace-Lorraine. Ajouté au départ des fonctionnaires allemands et d'une épuration qui n'est pas très forte, on assiste très rapidement à une pagaille administrative indescriptible. D'où de vives critiques aussi bien dans la presse que des élus. Ce qui explique à nouveau une marche arrière. Avec la création, en mars 1919, du Commissariat général de la République et en septembre 1920, du Conseil consultatif d'Alsace-Lorraine, les deux ayant siège à Strasbourg cette fois. Alors, le commissaire général a autorité sur les 3 départements et rang de ministre. Il participe au Conseil des ministres. Le premier commissaire général est Alexandre Mirand, un socialiste indépendant qui a une longue carrière ministérielle derrière lui, un grand prestige, et c'est un homme qui est favorable aux réformes, à une réforme administrative de l'État français et à une introduction d'une partie des lois sociales d'Alsace-Lorraine en France. C'est un réformateur. Malheureusement, il ne reste pas très longtemps au commissariat général puisqu'il devient président du Conseil en janvier 1920. Il reste quelques mois seulement, mais il a encore une influence sur les affaires d'Alsace-Lorraine et il a été élu président de la République en septembre 1920. Son successeur à la petite est un fonctionnaire donc, qui n'a pas le poids qu'avait Mirand. Donc la question du cadre administratif reste l'objet de nombreux débats, je dirais jusqu'aux années 30. Il y a encore des projets de réforme dans les années 30, en 1934. Alors, sur cette question, il y a aussi 3 tendances. La SFIO et les radicaux socialistes sont pour une suppression rapide du commissariat général. Oui, j'ai oublié de dire que le commissariat général était une mesure transitoire. Il était prévu dès l'origine que ce n'était pas définitif. Donc le problème du cadre administratif continue à se poser. Donc la SFIO et les radicaux socialistes sont pour une suppression immédiate, enfin rapide en tout cas, ce sera le cas en 1925. L'UPR et les républicains démocrates sont eux pour une organisation régionale, que ce soit dans le cadre d'une réforme générale en France ou sans réforme générale en France. Il y a là des divergences de détails. La majorité de l'UPR est de son côté pour une région Alsace, quoi qu'il arrive, qu'il y ait une réforme générale du système en France ou pas. Alors, le choix du cadre administratif est évidemment étroitement lié à aux positions sur les questions linguistiques et les questions religieuses. Les élections législatives de novembre 1919 masquent en grande partie le malaise
qui se développe en Alsace à ce moment-là. Ces élections qui se traduisent par une victoire de la liste de Bloc National. Le Bloc National était une liste constituée par l'UPR et par les Républicains démocrates. Grâce à un système électoral, au système électoral de la liste majoritaire, le bloc national remporte tous les sièges en Alsace. Et ce succès du bloc national est interprété à Paris comme un plébiscite sans réserve pour la France. Comme par ailleurs la Chambre bleue Horizon a rétabli les relations diplomatiques avec le Vatican, on a le sentiment que le statut religieux et scolaire de l'Alsace n'est pas menacé. Donc il y a là toute une période où ces problèmes restent encore un peu masqués. C'est le succès du cartel des gauches en 1924 et la déclaration Herriot de juin 1924 sur l'introduction des lois de laïcité et la suppression du commissariat général qui changent fondamentalement la situation. Et c'est à partir de ce moment-là que se développe en Alsace, que commence à se développer un mouvement autonomiste sur le thème de la défense des droits de la petite patrie, des Heimatrechte, et d'une autonomie dont le modèle serait la Constitution de 1911. Alors ce mouvement se développe en plusieurs étapes. Il y a une première phase qui est marquée par un succès et par un échec. Le succès, c'est le succès de l'hebdomadaire autonomiste dit Zukunft, qui est créé à Saverne en mai 1925 et qui a immédiatement un très grand succès. Et une grande diffusion, il atteint 35 000 exemplaires de diffusion au début de 1926, ce qui à l'époque était beaucoup. Cet hebdomadaire définit les Alsaciens lorrains comme une minorité nationale. Le terme est important parce que c'est une référence aux traités qui ont été signés en marge du traité de Versailles, des traités de protection des minorités, et une allusion également à la Société des Nations qui est chargée de protéger les minorités nationales. Il rappelle aussi, ce journal rappelle aussi qu'il n'y a pas eu de plébiscite en 1918, contrairement au droit à l'autodétermination du peuple. Et il insiste surtout sur la Muttersprache, la langue maternelle, la défense de la langue maternelle. Parmi les fondateurs je ne les énumérerai pas tous, parce qu'on n'en a pas le temps, parmi les fondateurs de la Zukunft, on retrouve en particulier deux pasteurs, que l'on retrouvera par la suite, les pasteurs Charles Maurer et Frédéric Hirtzel. Frédéric Hirtzel est d'ailleurs le gérant de la société qui publie et en partie, il finance en partie d'ailleurs, mais pas essentiel, la société qui édite la Zukunft. On retrouvera aussi bientôt à la direction de la Zukunft, c'est un personnage qui a joué un rôle important avant 1918, Eugène Ricklin, et qui était le président de la seconde chambre du Landtag d'Alsace-Lorraine, un personnage politique très important avant 1918, et qui avait été expulsé par les commissions de triage, et qui est revenu entre-temps en Alsace. Parmi les collaborateurs de ce journal, on trouve également des membres de l'aile autonomisante de l'UPR, comme je citerai l'abbé Etzem, pour montrer qu'il y a également des prêtres parmi eux, l'abbé Etzem et Joseph Rossé, que vous connaissez sans doute de réputation. Le deuxième élément pendant cette première période, c'est l'échec de ce qu'on a appelé le Heimatbund. Le Heimatbund a été créé en mai 1926 et c'est une initiative qui a été lancée par un pasteur, le pasteur Georges Wolf,
je ne sais pas s'il est encore pasteur à ce moment-là, s'il exerce vraiment à ce moment-là, qui est également ancien vice-président de la seconde chambre du Landtag d'Alsace-Lorraine. Quelqu'un qui avait également une position politique importante avant 18. Il est radical et collabore en particulier avec le journal radical La République. Il lance en mars 1926 un appel à la constitution, je cite, d'un front unique des partis de sensibilité alsacienne pour défendre le Volkstum alsacien et la langue en laissant de côté les questions religieuses qui divisent. Le 7 juin 1926, le Heimatbund, qui s'est créé entre-temps, publie un manifeste très violent avec 102 signataires, dont 15 prêtres, 6 pasteurs, dont 5 pasteurs alsaciens, je vous les cite, les pasteurs Decker, Hirzel, Maurer, Reichhardt, Ruch. Le manifeste proclame, je cite, que la sauvegarde des droits imprescriptibles et inaltérables du peuple alsacien-lorrain ne sera garantie que si nous obtenons, en tant que minorité nationale, l'autonomie complète dans le cadre de la France. L'objectif de l'appel, c'est un front commun sur la base d'un programme qui repousse à plus tard les questions religieuses. C'est cette dernière restriction qui explique l'échec du Heimatbund, car l'UPR ne peut accepter, la majorité de l'UPR refuse d'accepter qu'on exclue les questions religieuses de la défense des droits de la Heimat. Et c'est ce qui explique que se créent à ce moment-là plusieurs petits partis autonomistes qui existeront sous des formes variées jusqu'en 1939. Alors je les cite rapidement. Il y a d'abord la création en octobre 26 par Georges Wolf du Parti progressiste alsacien qui a un programme de défense du bilinguisme. Il veut une garantie législative du bilinguisme et qui se prononce aussi pour la séparation de l'Église et de l'État. À partir de février 28, il sera présidé par Camille Dalec, que vous connaissez sans doute. En septembre 27 est fondée la Landespartei, avec à sa tête René Haus, Charles Rose et Paul Schall. La Landespartei revendique le droit à l'autodétermination pour, je cite, la minorité nationale opprimée d'Alsace-Lorraine, avec pour objectif une Alsace-Lorraine libre, membre des États-Unis d'Europe et médiatrice entre la France et l'Allemagne. En 1929 se créera également un troisième parti autonomiste, le Parti communiste d'opposition, ou si vous préférez, les communistes alsaciens. Alors, donc, jusqu'à ce moment-là, on peut dire que le mouvement autonomiste reste relativement restreint. Il faut un événement particulier pour provoquer la crise de 1928-29 et l'essor du mouvement autonomiste. L'événement, c'est la politique de répression menée par Poincaré à la veille des élections législatives de 1928. En novembre 27, on interdit 3 journaux autonomistes. Un autre sera également interdit en mars 28. À la veille de Noël, on pratique également, la police perquisitionne dans les milieux autonomistes avec 12 arrestations, 13 autres suivront. À la suite de ces arrestations, on organisera le procès de Colmar. C'est dans ce contexte de préparation du procès de Colmar que se font les élections d'avril 1928, cette fois au scrutin uninominal d'arrondissement. Ce n'est pas anodin car cela permet une diversification des candidatures. 7 candidats autonomistes
se déclarent autonomistes, 7 candidats autonomistes sont présents lors de ces élections, dont 5 incarcérés. 3 sont élus. Dalet, élu à Saverne, Ricla, qui est incarcéré, élu à Altkirch, Rosset, qui est également incarcéré, élu à Colmar. Le procès de Colmar a lieu ensuite en mai 28. C'est un procès à grand spectacle qui agite beaucoup la population, qui suscite beaucoup d'émotions, et qui se termine par une condamnation pour complot contre la sûreté de l'État d'une dizaine d'accusés, alors qu'il n'y a pas vraiment de preuves formelles. Les preuves sont assez légères, ce qui évidemment contribue à l'émotion de l'opinion publique. Alors, c'est dans ce contexte qu'a lieu un événement important qui va permettre l'essor du mouvement autonomiste. Il y a une crise interne au sein de l'Union populaire républicaine qui mène à la scission de l'aile nationale du parti et qui crée un nouveau parti qui s'appelle l'APNA, l'Action populaire nationale d'Alsace, parti soutenu par le gouvernement parisien. Sous la pression de l'aile autonomisante de l'UPR décide d'adopter une nouvelle stratégie politique. C'est la stratégie qu'on appellera la stratégie du Volksfront, du Front populaire alsacien. En fait, on en vient à la proposition de Georges Wolf du Heimatbund, mais tout simplement en incluant dans la défense des droits de la petite patrie les questions religieuses. Et c'est cette nouvelle stratégie de l'UPR qui explique que lors des élections suivantes, lors des élections législatives complémentaires de 29, lors des élections municipales de 29 également, et cela explique qu'à ce moment-là, le mouvement autonomiste remporte très largement les élections complémentaires de janvier 29, mène à l'élection d'un autonomisant du père Sturmel à Altkirch et d'un membre de Landesparteihaus à Colmar. Tandis que lors des élections municipales de mai 29, le Volksfront, élargi cette fois aux communistes dissidents, emporte les municipalités de Colmar et de Strasbourg. À Strasbourg, il y a un maire communiste, Charles Hubert, en 1935. Cette alliance gagnera également les élections au cantonal de 1931 et dominera le Conseil général du Bas-Rhin. Donc, si vous voulez, je dirais pour résumer que la stratégie de front unique de l'UPR permet au mouvement autonomiste de dominer la vie politique alsacienne jusqu'en 1933-34. 5 minutes pour les 30. Oui, mais je parlerai plus. Alors, dernier point, le reflux de la vague autonomiste et la crise des partis autonomistes à partir de 1933-1934. Quelle est la cause du reflux du mouvement autonomiste? Il y a 2 éléments qui expliquent ce reflux. Il y a d'abord la crise politique en France. Une crise politique qui est marquée par les fameuses émeutes antiparlementaires de février 1934, qui sont suivies par la constitution d'un front antifasciste qui mènera au succès du Front populaire en mai 1936. Cette crise politique se manifeste en Alsace par un certain succès de ligues, comme les Croix de Feu, comme le Bauernbund de Joseph Bilger, qu'on appelle aussi les chemises vertes, et qui a une coloration assez fortement antisémite. Le deuxième élément
qui explique le déclin du mouvement autonomiste, c'est l'accession d'Hitler au pouvoir, qui est évidemment essentielle. Et la montée des tensions, surtout à partir de la remilitarisation de la Rhénanie en mars 1936. C'est donc dans ce contexte que l'UPR décide de rompre la politique de front unique avec les partis autonomistes et décide à ce moment-là de revenir à une alliance avec les partis dits nationaux, c'est-à-dire avec l'APNA et les républicains démocrates. Et cela se traduira évidemment sur le plan électoral. Par exemple, à la mairie de Strasbourg en 1935, ce sera les élections permettront l'accession à la direction de la mairie de Charles Frey, un républicain démocrate. Cela se manifestera également aux élections législatives de 1936, où on constate un déclin de l'autonomisme. Parallèlement, on assiste très vite aussi à une crise interne des partis autonomistes, que je vais rapidement mentionner. Les partis autonomistes sont divisés face à l'attitude à adopter face au nazisme. En 1934, le parti de Dalet, les progressistes, rompent leur collaboration avec la Landespartei, qu'ils estiment trop favorable au nazisme. En 1936, là, une dissidence différente, pour des raisons différentes, la Jungmannschaft, qui est l'organisation de jeunes de la Landespartei, fait scission parce qu'elle trouve au contraire que la Landespartei est trop molle. Je vous rappelle que la Jungmannschaft est dirigée par Hermann Bickler et d'assez nombreux dirigeants de cette Jungmannschaft sont issus de corporations étudiantes protestantes, en particulier de l'Argentina. Bickler a été un des responsables de l'Argentina d'ailleurs. Et la Jungmannschaft est fortement influencée par le nazisme, l'idéologie nazie. À partir de septembre 1938, donc à partir de Munich et de la crise des Sudètes, on assiste en Alsace à une nouvelle politique de répression dans les milieux autonomistes. Alors, je n'irai pas dans le détail, je contente d'énumérer. En février 1939, c'est l'arrestation de Karl Roos, qui sera exécuté en 1940. En avril 1939, on dissout les associations culturelles autonomistes, dont le Bund Erwin von Steinbach de Fritz Spießer. On dissout également le parti de Bickler, etc. Donc, par ailleurs, à partir d'octobre 1939, on arrête de nombreux membres de l'aile autonomisante de l'UPR, dont 2 députés, les députés Rosset et Sturmel, et ce sont ces personnes emprisonnées qu'on appellera plus tard les Lanziger, ceux qui seront instrumentalisés par le régime nazi avec le manifeste des 3 épis de juillet 1940. Voilà, je terminerai par une conclusion. D'abord, premier point sur le mouvement autonomiste, on voit que le mouvement autonomiste recouvre diverses conceptions de l'autonomie. Il y a d'abord ceux qu'on pourrait appeler les séparatistes, qui sont pour une réorganisation fédérale de l'Europe et une Alsace-Lorraine indépendante dans le cadre de cette fédération. On les trouve surtout à la Landespartei et à la Jungmannschaft. Il y a ensuite les autonomistes proprement dits, dont l'idéal est la Constitution de 1911 et dont beaucoup ont conscience qu'évidemment cette Constitution n'est pas vraiment possible dans le cadre français, donc il faut s'adapter. Et on les trouve parmi les progressistes, parmi
progressiste, le parti progressiste, et à l'UPR. Et il y a enfin les régionalistes de nuances variées, qui eux rejettent le terme de minorité nationale pour les Alsaciens-Lorrains et qui se prononcent pour une région Alsace, même s'il n'y a pas de réforme de la structure administrative de la France. C'est le basculement, et ce dernier groupe est très important à l'UPR, et c'est le basculement de ce dernier groupe en 1928 qui a permis l'essor du mouvement autonomiste. Dernier point que je voudrais souligner très rapidement, pour être beaucoup plus long sur ce point qui ne manque pas d'intérêt, qui est insuffisamment étudié, je voudrais donner quelques indications sur la géographie et la sociologie de l'électorat des partis autonomistes proprement dit. Il s'agit là des trois partis autonomistes proprement dit. On constate d'abord leur quasi-totale absence dans le Haut-Rhin. L'explication est simple, l'électorat autonomiste du Haut-Rhin vote UPR. Donc, il n'a pas besoin de voter pour d'autres partis. Dans le Bas-Rhin, on constate que les partis autonomistes ont de fortes positions dans les cantons à majorité ou à forte présence protestante des arrondissements de Saverne, Wissembourg, Strasbourg-Campagne, à deux exceptions. Les cantons de Niederbronn et Bischwiller, où il y a une forte population industrielle et à laquelle s'ajoute dans le canton de Bischwiller une forte communauté calviniste. Ça, c'est l'analyse qu'on peut faire si l'on regarde au niveau des cantons. C'est en général ici qu'on s'arrête. Si l'on regarde au niveau des communes, l'image est beaucoup plus complexe. Si on pousse l'analyse au niveau des communes, on constate que de nombreuses communes catholiques agricoles votent également pour les partis autonomistes. Ce qui me fait dire que le vote pour les partis autonomistes dans le Bas-Rhin est probablement d'abord, ça demanderait des études beaucoup plus poussées, en particulier en utilisant aujourd'hui l'informatique qui est plus poussée qu'à l'époque où moi je travaillais sur ces questions dans les années 80. Ça m'amène à conclure que c'est le vote d'une population agricole, dialectophone, et que le protestantisme luthérien n'est qu'un facteur supplémentaire. Alors ça demanderait à être vérifié, on a aujourd'hui les moyens, avec l'informatique, de hiérarchiser les corrélations, ou bien confession, ou bien profession, etc., langue, etc. On dispose de toutes les statistiques, il suffit de les rassembler et ensuite d'appliquer des programmes informatiques qui aujourd'hui sont très sophistiqués et permettraient d'apporter des réponses plus claires que celles que je donne. Voilà, je vous remercie. Merci au professeur Bechler pour cet exposé portant sur l'histoire du mouvement autonomiste, son essor, son déclin, mais également ses composantes sociologiques esquissées en conclusion. Un micro va circuler dans la salle. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour entrer en discussion avec le professeur Bechler. Qu'est-ce qu'il voulait prendre la parole en premier? Mon nom est Christiane Cousin-Chevaux et j'aurais voulu poser une question à M. Bechler au sujet des pasteurs exilés en Allemagne
après 1918 et sur le rôle qu'ils ont joué dans la regermanisation de l'Alsace en publiant par exemple des journaux dans les paroisses. Je pense notamment à M. Robert Ernst et à ses activités dans le monde de l'installation. Je crains de ne pas pouvoir répondre à votre question. Je ne suis pas un spécialiste des pasteurs alsaciens. Je ne peux pas répondre à votre question. Alors peut-être que quelqu'un d'autre peut y répondre. Ceux d'entre vous qui auraient travaillé sur ces pasteurs. Robert Ernst n'est pas pasteur. Et vous parliez de Robert Ernst. Ah bon, je n'avais pas compris. Et il n'était pas en Alsace, de toute façon, il était en Allemagne. Alors il a joué un rôle, mais il a joué surtout un rôle dans le financement, puisqu'il a été un intermédiaire du ministère des Affaires étrangères à partir de la fin 1925 dans le transit des fonds en faveur de certains partis et de certains organes de presse en Alsace. Mais bon, il n'était pas pasteur. Une autre question? Philippe Young, paroissien du Temple Neuf. J'aimerais remercier le professeur Béchler parce que je garde un souvenir émouvant de ses excellents cours sur la République de Weimar quand j'étais étudiant en fac d'histoire. Et ma question portera donc sur la République de Weimar, dans les années 30. Les historiens allemands et américains considèrent d'habitude que l'électorat protestant rural allemand bascule dans l'électorat national-socialiste avec les législatives du centre de 1930. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que les échéances politiques allemandes peuvent avoir une influence sur les comportements électoraux alsaciens? Bon, je répondrai d'abord à votre deuxième question. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'influence en Alsace. Et à la première question, je ne suis pas persuadé qu'il y ait eu un basculement général des populations rurales. Ça dépend où. Et ça dépend. En particulier, il faut distinguer ici vraiment l'aspect confessionnel. Les catholiques allemands étaient très intégrés à leur parti, au Zentrum. Et le Zentrum contrôlait assez bien ces troupes qui, de ce fait, ne sont pas passées aussi rapidement au nazisme. C'est extrêmement tardif. Alors que du côté des protestants, ça a été beaucoup plus précoce. Le nazisme a été d'abord confessionnellement dans les milieux protestants. C'est une évidence en Allemagne. Mais ça tient à divers facteurs, et en particulier la structuration des partis. Il n'y a pas de parti, protestant structuré en Allemagne. Et donc, l'électorat protestant pouvait plus facilement adhérer au nazisme. Bon, mais ça c'est un problème sur lequel on pourrait parler longtemps. Une autre question? Bon, c'est parfait. Je propose que nous remercions encore très chaleureusement